Maintenant, le combat d'aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les accords inconnus que Félix Tshilombo est allé signer au Rwanda et en Ouganda. Les accords que Kagame connaît avec Tshilombo. Là où Museveni était aussi. Les accords de Tshilombo et Museveni, c'est eux qui le savent. Personne d'autre au Congo ne le sait, à part François Beya et Félix Tshisekedi. J'ai toujours posé la question. Avez-vous déjà vu dans d'autres pays un homme seul, individu, engager tout un pays riche comme le Congo, lui seul, comme si c'était le bien de son père, un bien de famille? Jamais. On ne peut jamais faire signer des contrats de millions de dollars américains, même des milliards de dollars américains, là où un individu seulement va lui-même, avec son frère de chez lui. Dans un pays étranger, vous signez des contrats, les livres, on ne sait pas ce que vous vous êtes dit avec Kagame. On n'a jamais su ce que Tshilombo est allé dire à Museveni. Et maintenant, quand la guerre éclate, avez-vous déjà vu le Sénat congolais, le Parlement congolais que vous appelez dans le langage du Congo l'Assemblée nationale? Avez-vous déjà vu ces gens-là être au courant? Non. Dans quel pays, le pays des idiots, là où les sénateurs n'ont aucun document, les parlementaires, c'est-à-dire députés nationaux, n'ont aucun document des traités, des signatures, des ententes entre l'État congolais et l'État rwandais et l'État ougandais. Le pays des imbéciles. Ils vont toucher les palissades, 25 000 $ par mois. Ce sont des homosexuels, il y a beaucoup de lesbiennes là-dedans, les fêteurs, les buveurs, tout ça. C'est ça la République. Un parlement bon à rien. Un Sénat composé de grandes personnes. Dans d'autres pays, le Sénat, c'est l'endroit des sages. Il y a Akiri, il y a Ekima, il y a Elimu, il y a Boussara, il y a Mayele, il y a vrai sage. Bangonde va conseiller le président. Et là, comme le président Tika, Yakawa. Tout projet, tout contrat, traité, même si c'est toi le président qui va aller signer ça, on soumet ça à des sages du pays. Nous voulons donner, pas donner, signer un contrat dans les mines de tel endroit avec telle société, l'État rwandais. Regardez un peu. Nous allons engager, c'est tout un pays. C'est la vie de 100 millions de personnes. Ce n'est pas le pays de ton père. Ce n'est pas le bien privé de ta mère, le bien de ta soeur, non. Regardez comment les gens sont allés laisser les millions, toutes les richesses chères du Congo dans des contrats mafieux derrière le rideau avec Kagame et Museveni. Et le combat d'aujourd'hui, je reprends, c'est ce qu'ils sont allés se dire en secret avec Kagame. Vous avez promis à Kagame quoi? Et à Museveni. C'est ce que les sénateurs congolais et les députés nationaux, même provinciaux, devaient poser la question à Félix Tshisekedi. Nous n'allons jamais nous engager dans une guerre dont nous ne connaissons ni les tenants et les aboutissants, comme disent les Français. Se lever pour entrer dans une guerre dont tu ne connais rien, c'est l'imbécilité. Il faut d'abord savoir, vous vous battez pourquoi? Pourquoi Kagame devient méchant aujourd'hui? Lui qui était ton frère, adversaire, ton collaborateur. Hein, donc, je ne sais pas, vous lui avez donné tous les bons titres. Vous avez dit clairement, en Belgique, en Allemagne, les Congolais sont les Kombantaba, les Kombantoufi. Les Banyamulenge sont nos frères. Ce sont des Congolais. Donc, tout le travail que nous avons fait, tous les efforts, les Mamadou Ndala sont allés mourir pour sauver nos terres. Nos chefferies dans l'Est, Tshisekedi est venu détruire tout le travail de Mamadou Ndala. Avec son directeur de cabinet, Jean-Claude Ibalanki, ils ont pris le mandat d'arrêt international contre le M23. Ils ont mis ça de côté. Jean-Claude Ibalanki
à écrire, il a résilié, effacé le mandat d'arrêt contre les M23. Les M23 étaient logés dans des écoles en Ouganda, une partie au Rwanda. Ils avaient peur de retourner au Congo, de peur d'être arrêtés et traduits devant la justice, soit au Congo ou bien à La Haye. Mais quand on a annulé le mandat d'arrêt international par Jean-Claude Debalangue qui va nous expliquer un jour, partout où ce garçon-là ira, on le cherchera pour l'arrêter. Nous allons appliquer la loi comme font les Américains et les Occidentaux. Même si tu n'es plus au pouvoir, toutes les signatures que vous êtes en train de faire, qui font tuer des milliers, des millions de Congolais, on arrête les gens. Même si tu as 60 ans, assis à Mongaliema là-bas, Kingabwa, oh il est assis là-bas, Matete, on va te poursuivre. La loi est rétroactive. La justice est rétroactive. Ça regarde même derrière, rétroviseur. C'est actif en regardant même les choses que tu as fait il y a, donc dans le passé, rétroactive. Étudier la loi à l'école. Tu tues quelqu'un en 1990, on est en 2025, tu dis que Michako Mouara, Michako Pitaka. Non. Un peuple sans histoire, c'est un peuple mort. Bana Pachako Kuita. Mouranza Kusigné Nini. Mloma Biro, nous n'avons pas Tshisekedi, Kabila, fils. Tout le monde, Bana Pachako Pitaka. Ma contrat, ma minéré, mon Pachako Tupatia rapport. Un bon gouvernement, j'occasion, on va se faire. C'est ce que les Américains n'aiment pas, les Kagame et les Museveni. Et quand vous suivez leurs discussions, je n'ai pas inventé. Selon un article que je vous avais lu d'un professeur américain, on a vu en Fayoulou un homme qui allait checker beaucoup d'histoires de Kabila. Kabila avait peur que Fayoulou a Kangi Sangai. Il fallait trouver quelqu'un qui allait aménager Kabila. Kabila a piégé les institutions, beaucoup de livres de loi au Congo. Il s'est taillé même une place au soleil en tant que sénateur à vie, après avoir hypothéqué les mines du Congo. Un voleur tout fait. Dans d'autres pays, tu ne peux jamais toi-même te donner un titre de protection en tant que sénateur à vie. Un bon gouvernement, on prend le pouvoir, on annule toutes vos protections. Vous êtes M. Pamba, vous tous. Tu ne peux jamais te décorer d'une médaille toi-même. Non. Avez-vous déjà vu un président de la République se décorer lui-même? Jamais. C'est la mafia. Laisse les autres reconnaître tes travaux, tes œuvres. Après que tu n'es plus au pouvoir, on fait le bilan. Monsieur X, Madame Y, c'est un héros, c'est une héroïne. Ils ont servi le pays. Ils ont construit ça. Ils ont fait voler le Congo dans ça. La monnaie, ça. La justice, l'armée. En tout cas, ils méritent des médailles. Les compagnons de la République. Les autres doivent t'honorer, te donner des médailles. On ne se donne pas les médailles soi-même. C'est ce que cet imbécile, voleur de Kabila, Joseph a fait. Après avoir volé, il écrit même une loi lui-même quelque part, qu'il devient sénateur à vie. C'est-à-dire, il est rempli d'immunité. Personne ne le touchera. Toutes les mines du côté du Katanga qu'il a déjà hypothéquées chez les Australiens, les Chinois, les qui, c'est donc la province de son père et de sa mère. C'est ça le sens du sénatoriat à vie. On ne lui posera jamais de questions. On devait annuler cette loi par un président élu par les Congolais. Vous comprenez pourquoi le combat de Kabila, pourquoi il a refusé à Fayoulou pour donner à Tshisekedi? C'est lui qui a réussi, qui a gagné les élections. Ne te doit rien. Il doit le rapport au peuple congolais qu'il a élu en masse, 62%. Alors, un homme à qui on a donné gratuitement qui ne mérite rien, comprenez la difficulté, ne doit jamais servir les Congolais. Ce ne sont pas les Congolais qui ont mis Félix là-bas. C'est le système de Kabila qui a la prolongation au Rwanda, en Ouganda, et les politiciens américains mafieux. Comprenez pourquoi chaque fois Félix Tshisekedi va donner le rapport chez ceux qui l'ont mis à la présidence. Point barre. Kagame a le droit d'être méchant avec lui, car c'est lui qui a participé à mettre Tshisekedi au pouvoir.
Corneille Nangaa, son comportement, il est méchant avec Tshisekedi, il le dit même. Je reconnais, j'ai mis ce monsieur au pouvoir, il n'a pas gagné les élections. C'est à moi maintenant de le détruire. Vous avez dit que j'ai créé un monstre parce que j'étais président de la CENI et que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez donné vous-même. D'abord, j'assume ce qui a été fait et j'assume aussi ce que j'ai dit, qui n'a jamais gagné l'élection. Si j'ai créé les monstres, je pense qu'il m'appartient à moi de faire les monstres. Il n'est pas le premier à le dire. John Numbi est sorti fin 2023 pour nous dire quoi? Le même discours. Fachi, après avoir craché sur tous ceux qui ont milité pour son pouvoir, n'a ni droit de se représenter, encore moins de conduire l'indispensable transition pour créer un bon climat propice aux élections dignes de confiance et source de légitimité politique. J'en appelle donc à la conscience de tous les fils et filles de la République à barrer la route à cet aventurier qui est comme un pachyderme dans une poterie. Aux compagnons d'armes effardés, vous avez fait montre d'une discipline exemplaire, d'éviter les courants de coups d'État en Afrique. Vous avez jugé bon de laisser Fachi terminer calmement son mandat. Mais alors, si d'ici le 20 décembre, rien ne change dans l'organisation d'une élection inclusive et crédible comme cité si haut, nous serons dans l'obligation d'appliquer et de faire appliquer l'article 64 de la Constitution. S'il a en lui un peu d'héritage de son père qui a consacré toute sa vie pour voir l'avènement de la démocratie dans RDC, Fachi doit se retirer pour l'intérêt supérieur de la nation. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de le détruire. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de le lui reprendre, de gré ou de force, pour sauver la République. Tous les officiers supérieurs impliqués dans l'accord suivanté savent quel est le rôle que j'ai joué pour le faire accepter, même auprès des politiques qui géraient les institutions citoyennes de la République. John Numbi a reconnu en tant que militaire 4 étoiles qu'il a joué la mafia. Il nous a mis un homme qui ne méritait rien. Ils ont bradé la République. Ce sont des vidéos qui feront arrêter John Numbi demain. Nous voulons qu'il y ait tribunal demain. Tous les mafiosi qui bradent les mines du Congo, qui font tuer les Congolais, parce qu'ils veulent manger entre eux, brader la République, nous bloquer. Donc nous faire esclaves des Rwandais, des Ougandais et même des Américains mafieux. Il faut qu'il y ait un tribunal un jour. On va les arrêter tous. Annuler toutes les lois de mafia que la Kabylie a laissées. Il y a trop d'histoires dans les livres du Congo que Kabila a laissé. Kabila a piégé tout, avec pour mission d'attendre son retour encore aux affaires du pays après 5 ans. C'est pourquoi nous vous disons que le combat d'aujourd'hui, c'est parce que Tshisekedi n'a pas respecté les accords de mafia de Kingakati, du Rwanda et de l'Ouganda, qui disaient tout simplement, toi tu fais 5 ans et tu descends, point barre. Tshisekedi a goûté au miel et au lait du pouvoir et du tapis rouge. Il n'a pas voulu laisser le pouvoir à ceux qui le lui ont donné gratuitement avec la promesse à Kingakati de faire seulement 5 ans. Tu nous remets, nous les maîtres, Bakolo et Loko. C'est ça le combat d'aujourd'hui. C'est ça qui a fait que John Numbi est sorti fin 2023, après un silence kilométrique. C'est ça qui a fait que Corneille Nangaa est sorti.
en voyant que Tshisekedi ne manifestait aucun signe de retour de pouvoir, chez Corneille Nangaa, John Numbi, Joseph Kabila, toute la mafia kabilistique, ils ont commencé déjà à préparer des milices. Corneille Nangaa préparait déjà des milices dans ces mines d'or du Haut-Ouélé. Corneille Nangaa a hérité de beaucoup de mines. Qui lui a donné ces mines là-bas? Joseph Kabila. Corneille Nangaa a sauvé la face de Joseph Kabila en mettant Tshisekedi au pouvoir, proclamant des faux résultats après minuit. Misala Bandoki. Corneille Nangaa et sa famille, les Basséanes, ont géré la province du Haut-Ouélé. Ils ont vendu des tonnes et des tonnes d'or au Moyen-Orient, spécialement à Dubaï, en passant par le Sud-Soudan et l'Ouganda. J'ai fait même des émissions. J'ai montré des images. Je connais, je dis des choses que je maîtrise bien. Corneille Nangaa veut venir aujourd'hui nous dire il va nous construire ça. Mais moi, je ne suis pas imbécile pour tomber dans les pièges des gens comme le Corneille Nangaa. Corneille Nangaa avait tous les millions du Haut-Ouélé. La simple question qu'on peut lui poser, qu'il nous montre ce qu'il a construit au Haut-Ouélé pendant 5 ans. Quand il régnait sur l'or du Haut-Ouélé en maître absolu, car c'est lui qui était le véritable gouverneur du Haut-Ouélé. Après avoir chipoté, truqué les élections, il a reçu des cadeaux. Il n'a pas fait ça gratuitement. Kabila lui a donné le Haut-Ouélé. Mais il a eu honte de devenir gouverneur à midi comme ça, pour ne pas attirer la colère du peuple congolais. Il a préféré commettre son petit frère, Christopher Nangaa. Demandez au Haut-Ouélé, Batomte Mamabe la famille Nangaa. Ils ont exploité tout. 200 groupes de Chinois qui donnent 20 000 $ avant de commencer n'importe quelle opération. Vous venez d'abord avec 20 000 $. Vous donnez droit, ils appelaient, je ne sais pas, droit de porte, je ne sais comment. Plus de 200 groupes de Chinois qui entraient par l'Ouganda et qui venaient du Sud-Soudan, non pas pour faire les travaux de mine artisanaux, non, avec des engins lourds. Donc il y avait 200 sites en plus au Haut-Ouélé, autorisés par Christopher Nangaa. Les gens du Haut-Ouélé m'ont donné la bonne information. Comment est-ce que moi j'ai su que le véritable gouverneur du Haut-Ouélé c'était Corneille Nangaa? Je ne suis pas prophète. Ce sont les gens du Haut-Ouélé qui m'ont dit. Aigle, donc gouverneur ou Akweri ni Corneille Nangaa. Il y a un signé à Biote, il y a un qui signé par les Fagna, par les Marignon, les familles. Ils ont beaucoup de fermes, les Corneille Nangaa. Beaucoup de carrés miniers familiaux. Quand il a vu que 2023 approchait à la fin, voulait finir la carrière, et que Tshisekedi ne manifestait pas un signe de remise de pouvoir, selon les accords de mafia de Kingakati, John Numbi est sorti, Corneille Nangaa est sorti. Entre eux, ils se sont téléphonés. Il fallait maintenant se préparer pour combattre cet homme. C'est pendant ce temps-là que Corneille Nangaa commençait déjà à entraîner des milices au Haut-Ouélé, dans ses mines et ses carrières d'or, en les faisant passer pour ses creuseurs. Or, les services secrets du Congo ont remarqué que c'était les milices qu'il préparait déjà. Il achetait des bottes, les tenues là-bas, tout, il se préparait. La fuite d'informations est sortie. Tshisekedi a su ça. C'est quand Tshisekedi Félix est allé chasser Corneille Nangaa en arrachant ses mines pour les donner aux Chinois. C'est ça même la colère de Corneille Nangaa. On lui a arraché la source de millions de dollars américains de lingots d'or. C'est quand maintenant il s'est décidé de passer à la vitesse supérieure à la guerre contre Félix Tshilombo. Il n'y a pas notre intérêt dans cette histoire. Le peuple congolais périt par manque de connaissances, comme le dit la Bible. Avant d'entrer dans un combat, il faut savoir vos adversaires.
Donc ils se battent pour quoi? C'est quoi leur problème au juste? Est-ce que c'est la libération du Congo? Ce sont des conflits de pouvoir, les conflits privés, c'est la mafia. Pourquoi le peuple congolais, nous revenons toujours dans les mêmes bêtises? C'est parce que nous ne raisonnons pas. On n'utilise pas la tête souvent dans les histoires que nous faisons. Nous utilisons le cœur et le tribalisme à outrance. Moi, je peux détester Félix Tshisekedi, mais je ne peux jamais aimer que les Rwandais viennent. Ce n'est pas le fait que je n'aime pas Tshisekedi, je n'aime pas sa politique. Ça ne me donne pas maintenant la joie pour que les Rwandais venguent. Je suis imbécile. Point barre. C'est l'imbécilité. Je rejette Tshisekedi, ça ne me donne pas le droit de dire que Rwandais venguent, c'est-à-dire, on est chica comme tout, moi. Et l'imbécilité, c'est quoi? C'est d'utiliser toujours la même formule qui te fait échouer chaque fois. Tu fais toujours recours à cette même formule avec les mêmes éléments sur la table. Et tu penses que cette fois-ci, tu vas résoudre des problèmes. Non, tu es un imbécile. Selon ce que Albert Einstein, le physicien le plus célèbre de la planète Terre, a dit. Quand tu es dans un laboratoire, tu es en train de faire tes calculs physiques là-bas, tes formules. Il y a des éléments. Tu as remarqué, j'ai utilisé cet élément 3 fois, 4 fois. Chaque fois que j'utilise cet élément, en combinaison avec les autres matières là-bas, j'échoue toujours. Ça ne produit pas l'effet escompté. Est-ce que tu seras toujours en train de forcer les mêmes éléments? Tu es malade. Il faut changer de stratégie, changer de style. Cherche d'autres éléments, cherche la combinaison d'autres éléments pour réussir. Les mêmes Rwandais sont entrés avec Laurent Désiré Kabila, ils l'ont tué. Ils ont tué Mamadou Ndala. Les mêmes Rwandais nous attaquent, ça fait maintenant 30 ans. Ils ont tué maintenant, c'est plus de 20 millions de Congolais. Les mêmes Rwandais ont géré beaucoup de vos frères là-bas, sous forme de CNDP et les Ougandais, tout ça. Les Jean-Pierre Bemba sont allés là-bas, ils sont revenus comment? Avec les bras cassés. Ces pays. Jean-Pierre Bemba, un petit acte en République centrafricaine, arrêté. Mais Kagame qui tue des millions, on ne l'a jamais arrêté. Et un Congolais, tu sors. Tu deviens porte-parole des M23 qui sont des Rwandais. Ils se sont beaucoup cachés, ils ont beaucoup nié. Mais tout le monde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce sont des militaires rwandais. Ils ont toujours été les agents, les militaires du Rwanda. C'est la mafia occidentale qui les appelle des rebelles. Moi, je vous ai toujours dit, ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des mercenaires. Un rebelle combat ses propres frères dans une structure nationale. C'est celui qu'on appelle rebelle. Kinshasa ne travaille pas bien. Démocratie, il refuse. Les élections, il refuse. Je peux prendre les armes. Selon l'article 64. Congolais, je prends les armes contre le régime de mes frères congolais. Je peux installer ma base soit au Congo, ou bien par mesure de sécurité, je peux aller en dehors du Congo, à la frontière, pour me protéger. Mais je vais commencer à rentrer au Congo, à aller me battre et à revenir. Je suis un rebelle. Savimbi était un rebelle parce que c'était un Angolais qui combattait l'Angola à ses propres frères. Point barre. Mais un homme étranger, d'un pays étranger, africain, je ne sais quoi, il va entrer dans un pays étranger qui n'est pas le sien pour combattre le régime qui est là. Ce n'est pas un rebelle. C'est un mercenaire qu'on utilise seulement par soit un individu, un groupe d'individus ou bien même des institutions. Il y a d'autres pays, des États qui font appel à des mercenaires, tels que les Français et les Roumains qu'on a désarmés à Goma. Vous comprenez? Ce ne sont pas des rebelles. Comment les Français et les Roumains que le régime de Tshisekedi a appelé pour secourir l'armée congolaise
après être arrêtés, le monde entier, même RFI, a appelé ces gens-là les mercenaires. Mais comment les Rwandais aussi qui viennent d'un pays étranger pour entrer au Congo qui n'est pas leur pays, vous continuez à les appeler rebelles, vous tous, même le porte-parole de la présidence? C'est-à-dire, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. En appelant les M23 rwandais rebelles, c'est vous qui légitimez ces gens-là devant la communauté internationale que ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Je vous ai toujours dit, il faut appeler ces gens-là les mercenaires rwandais. Dans le mercenariat, il y a l'étrangeté. Ce ne sont pas nos frères. Ce sont des gens qui travaillent pour l'argent. Un mercenaire peut aller n'importe où pour besoin d'argent seulement. Mais un rebelle se cantonne à combattre ses propres frères. Un régime avec qui il n'est pas d'accord. Point barre. C'est ça les mots politiques. On voit la carrure, la connaissance d'un homme politique par ses paroles. C'est pourquoi on te dit, il ne faut jamais dire n'importe quoi. Même quand tu es à l'ONU là-bas. Non. Nous condamnons les attaques des rebelles du M23. Tu dis que ce sont les rebelles. Automatiquement, le monde entier, donc c'est un combat des Congolais entre eux. Comprenez pourquoi on vous dit toujours de déposer vos armes, de chercher une solution, de vous entendre, de finir la guerre pacifiquement. Pourquoi? Parce que dans votre même vocabulaire, vous acceptez que ces Rwandais-là sont des rebelles. Donc ce sont vos frères. Et Kagame saute sur l'occasion. Qu'est-ce que Kagame vous dit toujours? Ce sont les Congolais. Et Chilombo est allé même dire à Bruxelles et en Allemagne que ce sont les Congolais. Patrick Mouyaya les appelle les rebelles, chaque fois. On a affaire à des amateurs en politique. Je vous dis des choses, remarquez, prenez même les émissions, les vidéos, remarquez ce que les politiciens sont en train de faire. C'est un complot international. On vous colle des Rwandais sur le dos que ce sont vos frères. Comprenez pourquoi on ne dit jamais que les Rwandais sont en train de tuer le Congo, les Congolais, non. C'est l'armée congolaise. Ce sont les Congolais qui font des exactions, qui violent, qui font... Parce que vous tous, vous utilisez le mot rebelle. Kagame tue, mais on ne dira jamais que c'est le Rwanda qui vous tue. Parce que même les gens au pouvoir au Congo appellent ces M23 là-bas que ce sont les rebelles. Non, ce sont des mercenaires. Point barre. C'est ça le vrai problème. Le conflit, c'est quoi? C'est les accords. N'oubliez jamais que le combat a repris. Parce que Chilombo, Kagame, Museveni ont signé beaucoup d'accords. Maintenant, Chilombo est sous pression. D'un côté, les forces extérieures, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda et les Américains mafieux d'un côté, et de l'autre côté, les Congolais lui font aussi pression. Il pensait que ça va se passer facilement. C'est pour cela qu'il est allé annuler le mandat d'arrêt international contre les M23 pour les retourner au Congo. Il pensait qu'il collait une lettre à la poste. Mais il s'est rendu compte que même les Kassaïens, les gens de l'UDPS, n'aiment pas ces Rwandais là-bas au Congo. C'est là où il a laissé leur marchandage qui a fait qu'il est allé les prendre pour les amener au Congo pendant 14 mois. Là où ils étaient logés, nourris, véhiculés et payés. C'est ce que tu s'est retrouvé seul dans un... Donc, des signatures là-bas dont tout le monde était mécontent. Même les gens de l'UDPS. C'est pour cela qu'il a laissé cette histoire-là. Comme une patate chaude qui lâche na wakamoto, qui na lungula. On est en train d'attaquer le régime de Chilombo sur base de quoi? Des accords. Un Congolais normal, un Parlement normal, Sénat normal, mettez Félix Chilombo là, posez-lui la question. On ne peut jamais s'engager dans des négociations avec un pays étranger en Afrique, même aller aux États-Unis, sans savoir ce que vous vous êtes dit avec Kagame
Bwana Chilombo. Dans un pays normal, un sénateur, député national, ne tombe pas dans les slogans. Pour soutenir le chef de l'État, vous le soutenez pourquoi? La politique ne se fait pas oralement. La politique se fait par écrit. C'est pour qu'il y ait des archives qui vont rester. Car on ne fait pas la politique pour soi-même. Tu ne fais pas la politique pour toi. C'est tout un pays. Les hommes passent, les institutions demeurent. Tu peux mourir aujourd'hui de maladie, de je ne sais quoi. Si tu ne meurs pas, tu peux tomber dans l'incapacité à gérer le pays. Mais si tu n'as rien écrit, vous signez des histoires avec Kagame, mais les Rwandais ont des signatures. Mais devant le peuple congolais, il n'y a rien dans les archives. Quand il y a maintenant conflit ouvert entre toi, Kagame, Museveni et d'autres mafieux, c'est quand vous allez dire aux Congolais de vous accompagner dans quoi? Dites-nous d'abord, vous vous êtes dit quoi pendant tous les voyages que vous faisiez au Rwanda, en Ouganda? Vous avez accepté de leur donner quoi? En échange de votre protection, bien sûr, de votre pouvoir et de vos intérêts personnels. Car c'est donnant-donnant. Les Rwandais ne sont pas des Congolais. C'est donnant-donnant. Vous avez promis de leur donner quoi? Ainsi, eux vont vous garantir quoi? Tout est clair. C'est la guerre des minéraux. Les états de siège là qu'on vous a mis au nord Kivu, en Ituri, c'est justifiable. Les Ougandais sont en Ituri depuis longtemps. Museveni est venu faire des routes. J'ai posé la question. Avez-vous déjà vu le gouvernement congolais aller filmer les routes de Museveni? Non. Moi, j'étais informé par mes amis journalistes de l'Ouganda. Museveni travaille avec beaucoup de sociétés des Indiens, car il y a beaucoup d'Indiens qui sont ougandais au même moment. Ils sont allés acheter des engins génie militaires en Afrique du Sud. Vous comprenez? Les engins de génie militaire, c'est-à-dire quoi? Les engins comme des mines de construction, mais de l'armée, pas des civils. Génie militaire, c'est quoi? C'est les ingénieurs de l'armée. Vous comprenez pourquoi il y a des ingénieurs civils? Vous comprenez la différence? Les engins venus de l'Afrique du Sud, ils ont fait des routes selon les accords avec Chilombo. Vous m'avez donné le pouvoir, je vous remercie. Garantissez-moi de ne pas m'attaquer. On va collaborer avec vous. Ok, ok. Alors, Pesa Biloko Mwana, entrez dans des forêts. Il y a du cacao, il y a du café, il y a de l'or. Beaucoup d'histoires à Ituri. Mais comme le Congo n'a jamais été construit en matière de voirie, Mabalaba, la Banzela, c'est ainsi que Museveni a trouvé bon pour avoir accès à ces carrières qui sont là-bas, pour aller prendre les minéraux. Il a préféré se construire des routes utiles à lui-même pour pénétrer dans des forêts, avoir accès à des mines que Félix lui a dit d'aller exploiter. Et pour ne pas attirer l'attention du peuple congolais, moi je vous parle de la version de mes amis journalistes ougandais. C'est ainsi de commun accord. Le régime de Chilombo et Museveni ont mis en place ce que vous appelez quoi? Comment est-ce que vous appelez? Il y a des termes tellement ça dépasse. C'est quoi? Ça ressemble à couvre-feu, mais ça a un terme là-bas. Si je me souviens, je vais vous le dire. État de siège, voilà. État de siège, c'est-à-dire on vous assiège. On met un militaire, un gouverneur militaire. C'est pour vous dire quoi? Quand un gouverneur devient militaire, c'est déjà un drapeau rouge. C'est-à-dire c'est une zone rouge. Une zone là où on peut te tuer n'importe quand. Car les ennemis sont proches ici. Or, les ennemis qui les a fait entrer, c'est le régime de Tshisekedi lui-même dans les accords. Les Ougandais sont en train d'exploiter là-bas, dans l'Ituri, la province d'Ituri. Un coin qu'on a laissé là. Mais il faut mettre en place un système pour empêcher aux Congolais d'aller dans des forêts, tout ça, d'avoir accès à cet endroit. Ils vont voir Misala Busoto que les Ougandais sont en train de faire.
Vous comprenez? C'est ce qui justifie l'état de siège. Et pour créer la peur dans le peuple congolais, Museveni travaille avec les ADF Nalu. Les ADF Nalu, c'est la création du régime de Museveni. Il faut les envoyer, tuer les gens, se montrer là-bas, créer une sensation à la télévision là-bas, et les Congolais de l'Ituri auront peur d'aller là-bas. Et le gouvernement va vous dire, attention là-bas, il y a des ADF Nalu, c'est un coin qui n'est pas sécurisé, n'allez pas là-bas, triangle rouge, les routes telles, on enlève les gens, on les tue. Vous n'allez plus utiliser ces routes-là, c'est fini. Car c'est un coin dangereux. Qui est là-bas? C'est les militaires du pays étranger, mais c'est chez vous, en Ituri. Ce sont les Ougandais. Ils font quoi? Ils font des routes pour aller exploiter les minéraux selon la signature de Tshisekedi et de François Beya. Nord Kivu, on a pris Goma, mais vous, on avait pas Goma. Les Rwandais ont toujours été au Nord Kivu depuis longtemps. Au pied du mont Rwenzori, les Rwandais ont toujours été là. Ils cultivent même des pommes de terre, de la drogue, marijuana, des haricots. Il y a même des carrés miniers là-bas que le Rwanda exploite. Ça, ils sortent avec. À un point là-bas, pas. C'est quel point? Le point là où on avait tué l'ambassadeur de l'Italie. Vous vous souvenez d'un ambassadeur d'Italie qu'on avait tué quelque part là-bas? C'est un coin occupé par l'armée du Rwanda. Selon quoi? Les accords. Comment est-ce que nous avons su ça? Les Rwandais, tous, eux-mêmes. Ils ont des frères au Rwanda qui sont même en prison. Kagame vient prendre les prisonniers, les faire traverser notamment au Congo pour travailler dans des carrés miniers. Et les champs que le Rwanda fait. Dans le grand nord du Nord Kivu, ils ont toujours été là, avec la complicité tacite, l'accord tacite du régime en place. C'est ce qui a justifié l'état de siège encore, au Nord Kivu. N'allez pas là-bas, c'était une zone dangereuse au pied du mont Rwenzori, Nyamulagira, tout ça là-bas. Les Rwandais sont là-bas. Un jour, quelqu'un est allé passer par là, il a filmé les Rwandais. Les militaires rwandais en train de, avec des cinglés là-bas, trop, en train de, ils ont des champs là-bas. On a caché cette information. C'est quand les Rwandais de la France sont passés pour dire qu'il y a un mouvement de prisonniers rwandais, des prisons du Rwanda vers le Congo. Ils travaillent un certain nombre d'heures et de jours, on les retourne encore en prison. On les enferme là-bas et Kagame prend encore d'autres prisonniers dans une autre prison. On vous fait sortir, toi, allez, dans un camion fermé là-bas. Vous ne savez pas là où vous êtes en train d'aller. Le camion traverse la frontière, on vous fait descendre le soir. Descendez, on vous garde avec les armes. Vous allez travailler dans les champs ici, travaux forcés. Beaucoup de Rwandais entrent sans savoir que c'est au Congo. Les autres le savent, mais tu es prisonnier. Quand ils finissent, on les prend encore. Notamment, ils rentrent au Rwanda, on prend d'autres prisonniers d'une autre prison. Information venue du Rwanda. J'ai montré même une vidéo un jour. Si je peux chercher un camionnette, ça a été. Je vais quand même signaler un élément, un événement important d'actualité. Ce dimanche passé, en préfecture de Cyangugu, plus précisément dans la prison de cette région, 250 personnes, des hommes, pas des femmes, des hommes adultes ont été extraits nuitamment de la prison de Cyangugu. Les familles des personnes disparues, parce que ces personnes, on ne sait pas les localiser aujourd'hui, eh bien, leurs familles ne savent pas exactement où ces prisonniers ont été transférés éventuellement. En tout cas, on ne les trouve dans aucune prison du Rwanda. Alors, l'hypothèse la plus fréquemment désignée, c'est que
ces prisonniers adultes, mâles, auraient été envoyés en République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, pour grossir les rangs des ADF. Cette force dite islamiste, qui se bat contre les forces nationales congolaises, soi-disant qui serait une force islamiste, mais en fait, c'est un peu l'extension de l'armée rwandaise en RDC pour continuer l'occupation du territoire de ce pays avec l'assentiment du président Tshisekedi qui a conclu, comme vous le savez, un accord avec Paul Kagame en vue de développer une coopération économique, notamment un projet agricole qui se trouverait dans le nord du Nord Kivu. Mon peuple périt par manque de connaissances. Parfois, vous entrez dans des combats que vous ne connaissez pas. Regardez aujourd'hui, il y a quoi? Corneille Nangaa, c'est un Congolais. Donc les Congolais ne peuvent rien faire eux-mêmes. Il faut toujours aller au Rwanda, en Ouganda. Quelle a été la réaction de Corneille Nangaa quand il est tombé en disgrâce devant Félix Tshisekedi? Combat d'attente, de retour du pouvoir, de la création de milices dans ses carrières, dans ses mines. Corneille Nangaa a fui nuitamment. On voulait l'arrêter. Il est allé où, si vous le savez? Il est allé en Ouganda chez Museveni. Il est allé en Ouganda chez Museveni. Pourquoi? Que je vous montre le haut où il est sur la carte. Voilà, le haut où il est ici. Quand vous regardez bien cette partie, c'est ça le Howell. Quand vous quittez, vous allez à l'est. Attendez, cette histoire qui barre le mot Ouganda, voilà. Quand vous lisez ici, c'est écrit Ouganda. Vous voyez ici. Si vous êtes déjà en Ouganda. Donc Corneille Nangaa a fait le raccourci. Vous voyez ici, c'est écrit Ouganda. Quand vous agrandissez. Vous êtes déjà en Ouganda, vous voyez le mot là-bas. Quand vous prenez Google, vous agrandissez. Ça, c'est l'Ouganda déjà, vous êtes en Ouganda. Ça montre clairement que les Corneille Nangaa, on ne peut jamais fuir son pays pour aller chercher asile, secours, chez quelqu'un qui est ton ennemi, non. On quitte pour aller chez ses amis. Donc, les Museveni, les Kagame ont toujours été les collaborateurs de Corneille Nangaa. Or, Corneille Nangaa était dans la mafia de Kingakati. C'est-à-dire, ce sont aussi les collaborateurs de Joseph Kabila. Point barre. Ce sont les collaborateurs de John Numbi. Tous ceux qui étaient dans la mafia de Kingakati. Tout nous prouve que ce sont les alliés du Rwanda et de l'Ouganda. Et aujourd'hui, Corneille Nangaa est qui? Le porte-parole de l'armée rwandaise. Oh, Alliance Fleuve Congo, c'est la mafia. Corneille Nangaa a combien d'hommes derrière lui? Corneille Nangaa n'a pas beaucoup d'hommes derrière lui. Car les gens du Haut-Ouélé m'ont dit clairement, il n'a pas construit le Haut-Ouélé. Pendant 5 ans, un leader, on le voit par ses œuvres. Même dans la mafia, Joseph Kabila a donné le Haut-Ouélé à la famille Nangaa Baseane. Et lui, Corneille Nangaa, c'était le vrai gouverneur derrière le rideau. Allons au Haut-Ouélé aujourd'hui. Corneille Nangaa a construit combien de routes? Il a mis l'électricité dans combien de maisons? Combien d'écoles? Combien de centres là-bas d'activité? Combien de sociétés à intérêt national? Rien. Corneille Nangaa a donné l'eau potable à combien d'habitants du Haut-Ouélé? Les routes sont dans la brousse. Moi, je vous dis des choses que je maîtrise bien. Il y avait des barrières partout. Les Chinois creusaient des routes avec leurs engins pour évacuer de l'or. Point barre. La plupart des routes au Haut-Ouélé, pendant que Corneille Nangaa était là, c'était fabriqué par les engins des Chinois. Une route, c'est-à-dire les Chinois font la route, c'est pour l'évacuation des minéraux qui quittent le Haut-Ouélé
pour traverser la frontière, aller en Ouganda ou bien au sud du Soudan. Plusieurs fois, il y a eu de petits porteurs, les petits avions qui descendaient au Ouélé, qu'on ne contrôlait pas par vos services de gérade, je ne sais pas quoi, frontière. Ça descendait quelque part là-bas. Et des gens allaient vers ces petits porteurs avec des malles, des lingots d'or. Et plusieurs fois, on a vu le petit frère de Corneille Nangaa, Christopher Nangaa, lui-même le gouverneur officiel à midi, et Corneille Nangaa le gouverneur officiel la nuit. Ils sont tellement riches. Tout ça, c'est quoi? C'est la procédure laissée par Kabila. En partant, Kabila a ouvert maintenant les mines du Congo en donnant des carrés miniers, des sociétés minières, tout ce que vous appelez les sous-traitances aux kabilistes du FCC. Avec la prévision que l'argent qu'ils vont commencer à recevoir, au cas où Tshisekedi viole leurs accords de Kingakati, les kabilistes auraient déjà beaucoup d'argent. Comprenez pourquoi Kabila a dit 50-50. Tu prends le pouvoir, nous te donnons la présidence, mais nous allons gérer le pays 50-50. Dans quel pays? On est où là? Les kabilistes devaient aussi avoir la main mise sur les minerais. Ils se sont beaucoup servis pendant longtemps. Et c'est ce système que Joseph Kabila a laissé en place. C'est pour se faire quoi? Créer des milices. Au cas où Tshisekedi ne respecte pas nos accords de Kingakati, vous serez déjà dans les mines comme cadeau. Comprenez pourquoi beaucoup de kabilistes, même au Katanga, étaient restés avec des carrés miniers, des sociétés minières, des sous-traitances. Les chefs coutumiers de mafia au Katanga là-bas ont la redevance minière qui n'existait pas au temps de Laurent Désiré Kabila, ni même au temps de Mobutu. Les chefs du Katanga mafieux ont commencé à recevoir l'argent au temps de Kabila. Quand Kabila voulait partir, il est même parti presque. Quand il était lui en train de régner, Kabila n'a pas donné la raison au chef coutumier. Il a fait une loi qu'il a mis dans le tiroir d'abord. Les provinces n'étaient pas découpées en 1000 morceaux. Il savait que ça va créer donc des problèmes pour la gestion. Kabila n'a pas construit les autres provinces. On a 9 provinces plus la ville de Kinshasa, oui. Vous projetez selon ce que la Constitution dit d'arriver à 26 provinces. Ce n'est pas mauvais. Mais pendant les 18 ans de Kabila, il devait faire quoi? Un bon président. On ne va pas laisser la brousse comme ça, vous dites aux gens là-bas, allez siéger à Sankuru. Sankuru devient une province là où ils n'ont pas de bâtiment, pas de gouvernorat, ils n'ont rien. On a vu dans beaucoup de coins du pays, les gens mettre les chaises en plastique des églises là-bas, avec des tentes là-bas, soit disant que c'est l'endroit là où les députés de la nouvelle province qu'on crée dans la forêt. Il n'y a pas de route asphaltée, il n'y a pas d'eau potable, pas d'électricité, pas même de poste de police. Ce sont les provinces que Joseph Kabila nous a laissées pendant 18 ans. Après nous avoir menti, le projet de la modernisation de je ne sais quoi, et c'est changé en quoi? Ils ont volé l'argent. Avec qui? Le premier ministre Matata Ponyo. Vrai Mouibi. Beaucoup de projets qu'on a mis sur la table, Matata Ponyo n'a pas même réalisé un quart. Ils se sont partagés l'argent du Congo comme des cacahuètes. Et c'est l'argent que Matata Ponyo a volé qu'il s'est servi pour aller construire son université. Après avoir caché beaucoup d'argent overseas, à l'étranger, Matata a trouvé un moyen de construire l'université Matata Ponyo. Nos frères congolais, c'est eux qui ont pillé le Congo. C'est après avoir pillé le Congo, ils avaient peur de laisser le Congo d'une manière démocratique. Là où le peuple congolais va se prononcer, choisir ses dirigeants lui-même, se plaindre, mettre des lois nouvelles en place, condamner celui qu'il faut condamner, arrêter celui qu'il faut arrêter,
et protéger celui qu'il faut protéger. C'est cette peur bleue des Kabilais, des Kabilistes mafieux qui a amené au trucage des élections, au kidnapping du pays pendant 21 jours, à la remise de la présidence vide à Tshisekedi, qui serait contrôlée à partir de Kigali et de Kampala. Ils ont hypothéqué le pays et l'avenir du peuple congolais. Nous sommes retournés à zéro encore. C'est ça le combat d'aujourd'hui. Tshisekedi veut se rajuster, non pas pour le Congo, car lui aussi n'a pas construit le Congo. L'UDPS ne fait que voler. Regardez l'UDPS, c'est le mensonge, le tribalisme et le vol. Non rien construit. L'UDPS est en train de se battre aussi. C'est pour conserver un pouvoir qui ne sert à rien aux Congolais. C'est ça l'erreur et la faiblesse de l'UDPS. Eux-mêmes ont construit un système politique vierge, pas même vierge, donc stérile, qui ne met pas au monde, qui n'accouche de rien, eux-mêmes. Mais vous allez voir comment ils ont un nombre de jeunes toqués qui ne se reprochent de rien. Et ce sont les anges, ils n'ont pas de faute. C'est nous qui analysons, qui critiquons. Autant on va t'accompagner à ma touche. On ne peut pas vivre dans un pays là où un voleur nous gronde, nous. Ah, Inchana Babako. Voyez là où vous êtes arrivé, UDPS.